صباح الخير. اسمي جنيدي بن داود. جئت من الجزائر لاحتفل اليوم العالمي للجودة مع أخي زهير براكشي، هو اللي ينظم هذا الاحتفال كل سنة. والاحتفال تاع السنة هو تحت شعار الضمير والجودة. واختيار هذا الاسم هذا اليوم هو عنده معنى كبير، لأن مش ممكن نديروا الجودة بدون ضمير. يعني الإنسان باش يدير الجودة تاع أي شيء اللي ينتجه، سواء مادة ملموسة أو خدمات، هي لازم الجودة اللي pour satisfaire aux besoins de l'humanité. Et l'exposé que je vais faire personnellement concernera الجودة, la qualité, est-ce que c'est de la conformité ou est-ce que c'est du comportement. Voilà, merci. Alors, notre ami Sidi Bildaoud, c'est un Algérien. 1, 2, 3. Ah, il va l'Algérie. Alors, M. Bildaoud, il est algérien, il est consultant en système de management intégré, ingénieur des mines, école polytechnique d'Alger, 71. Il est né le 20 décembre 1948 à Ras El Oued en Algérie. Il accompagne les entreprises dans leur démarche de certification. Il a été consultant en responsabilité sociétale auprès de l'ISO. Il a été consultant auprès de l'ONIDI. Il a renforcé les capacités de l'Institut algérien de la normalisation. C'est là où j'ai connu M. Bildaoud. Il était le directeur général de l'Institut algérien de la normalisation lorsqu'il a dirigé en tant que directeur général. Il a été membre du Conseil national algérien de normalisation, jury du prix algérien de la qualité, le jury du label qualité Basma Jazairi. Il anime des séminaires sur la chez nous, c'est le label Marhaba. On appelle le label Marhaba. Donc chez vous, c'est Basma Jazairi. Alors, il anime des séminaires sur la responsabilité sociétale, normes et civiles, sur les normes de management et sur le leadership. Je te passe la parole, allez-y. صباح الخير. صباح النور. صباح الفل والياسمين والرحال أخينا المصري. La qualité, conformité au comportement, c'est le thème de mon exposé. Dans le cadre du thème de la journée qui est conscience de la qualité, faire ce qu'il faut. D'après vous, dans ce titre, conscience de la qualité, faire ce qu'il faut, quel est le mot-clé pour vous? Conscience. Faux. C'est juste. Vous êtes d'accord que c'est conscience? Le devoir. Le devoir? Non, non, dans le titre déjà. C'est-à-dire choisir un mot qui vous semble être le mot clé de la phrase. Alors, il y a conscience, il y a faux, il y a faire, il y a qualité. Non, c'est dans la phrase conscience de la qualité, faire ce qu'il faut. Dans cette phrase, quel est le mot clé, quel est le mot qui vous semble un mot clé? Donc j'ai noté conscience, qualité, faut, faire. Moi j'ai choisi conscience. Pour une raison toute simple. Qualité, ça fait 12 ans qu'on en parle. Hein? Donc il a perdu son caractère de clé. Faut, c'est un verbe faire, qui est courant dans le langage. Mais conscience, dans un thème d'une journée mondiale de la qualité, m'a semblé un peu, j'allais dire, osé. C'est pour ça que, pour moi, je suis ceux qui ont choisi le mot conscience comme mot-clé de ce thème de la journée.
Ou ce qui me semble. Conscience sans conscience n'est que l'une de l'âme. Tout à fait. Je me suis amusé à consulter sur Internet quelle était la définition du mot conscience. J'étais surpris de trouver une multitude de définitions. Et je n'exagère pas. Vous pouvez faire l'expérience entre le Google, vous mettez conscience et vous allez passer la journée à lire ce qu'il va vous offrir comme réponse. J'ai choisi celle qui est en face de vous. La conscience, c'est quoi? C'est un sentiment que nos actions ou nos intentions sont moralement bonnes ou mauvaises. Ainsi qu'un sentiment d'obligation de faire la bonne chose. C'est un sentiment. Le sentiment, c'est plus humain qu'autre chose. Hein? Est-ce que l'animal a du sentiment? On ne sait pas. Mais l'humain, comment on peut traduire en arabe le mot conscience? Tamir, l'ouaï. J'ai demandé qu'est-ce que le mot arabe en arabe, le mot conscience. L'ouaï, Tamir, c'est tout. En plus d'avoir cherché une définition du mot conscience, j'ai cherché les synonymes du mot. Et là aussi, j'étais surpris de trouver le nombre extrêmement élevé de synonymes du mot conscience. J'en ai retenu quelques-uns. Conscience, c'est la vertu. La conscience, c'est l'honnêteté. La conscience, c'est la moralité. La conscience, c'est la sensation. La conscience, c'est le discernement. La conscience, c'est l'intuition. La conscience, c'est l'idée. La conscience, c'est la connaissance, etc. Ça veut dire que j'ai vu sous ces angles-là de définition et de synonyme, c'est un mot, j'ose le mot, magique. Alors que c'est un mot qu'on utilise dans la vie courante d'une manière extrêmement répandue. La conscience est donc un privilège humain par rapport au synonyme que je viens d'exposer. Vous êtes d'accord que la conscience est un privilège humain? On ne fait de la qualité que si on est conscient. La question, peut-on faire de la qualité en état d'inconscience? À cette question, qu'est-ce que vous répondez? Non. Ça veut dire qu'on ne fait de la qualité que si on est conscient. D'où la question, pourquoi avoir associé les mots conscience et qualité dans le thème de cette journée? Et j'ai trouvé ça, personnellement, extrêmement, j'ai dit tout à l'heure, osé, j'ai dit génial, de la part de Zoher et de son équipe. Associer le mot conscience et le mot qualité. Je vous ai exposé une des définitions du mot conscience, l'ouaï. Je vous ai exposé quelques synonymes du mot conscience. On va voir maintenant le mot qualité, pour ensuite faire la comparaison, le pourquoi de l'association de ces deux mots dans cette thématique de la journée. Je vais vous exposer un certain nombre
de définition du mot qualité dans l'histoire. J'ai donc appelé qualité ce que les Grecs nomment, n'ayant pas fait le grec, je ne peux pas prononcer ce mot qui n'est pas chez les Grecs un mot du peuple, mais un mot des philosophes. Celui qui a dit ça, c'est un philosophe romain, Cicéron, qui a vécu quelques décennies avant Jésus-Christ, avant notre ère. J'ai donc appelé qualité ce que les Grecs nomment, mot qui n'est pas chez les Grecs un mot du peuple, mais un mot des philosophes. Quand vous analysez cette phrase, vous essayez de comprendre le contexte dans lequel elle a été dite, dans lequel elle a été écrite par ce philosophe romain. Monsieur Cicéron, romain, italien, donc il a été en Grèce, voyagé, et il a été voir ses contemporains philosophes. Et au retour de ce voyage en Grèce, il a écrit ce livre dans lequel il a mis cette phrase. Quand vous analysez cette phrase, ça veut dire qu'il a été en Grèce, il a discuté avec ses collègues philosophes, il a dû certainement faire un tour en ville pour acheter ce qu'on lui a demandé d'acheter, comme on fait nous quand on vient en Tunisie. Et il dit, ce mot-là, lui il a traduit comme qualité, lui. Et il a dit surtout que je n'ai pas entendu dans la rue, je n'ai pas entendu au café où j'ai été prendre un café, au marché, j'ai été faire les courses, mais dans un cercle restreint, en discutant philosophie, j'ai entendu ce mot que, de sa compréhension, il a traduit par le mot qualité. La question que je vous pose, puisque c'est un mot qui n'a été prononcé que par des philosophes, c'est quoi un philosophe? Pour faire simple, qu'est-ce qu'il produit, un philosophe? Des idées. Je retiens ce que vous dites. Est-ce que vous êtes d'accord qu'un philosophe produit des idées? Mais des idées mal comprises au départ. Bon, déjà des idées, ensuite on verra. des idées. J'adhère à la réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un philosophe? C'est quelqu'un qui réfléchit et le produit de sa réflexion, c'est des idées. Vous aurez noté tout à l'heure, quand j'ai donné les différents synonymes du mot conscience, il y avait un synonyme qui était idée. Donc il y a déjà un premier point de convergence. Idée. Je donne une définition d'un dictionnaire français du XVIIe siècle. J'ai été chercher loin. La qualité, c'est ce qui rend une chose sensible en nos sens. Rendre une chose sensible à nos sens, les sens, vous les connaissez, c'est les 5 sens. Ça veut dire le fait de toucher, de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, ça nous donne une idée de quoi? De ce que c'est. Vous êtes d'accord? Je vous interpelle tout le temps, parce qu'il faut m'aider à faire cet exposé. Une autre définition du 19e siècle, toujours un dictionnaire de Littré, je ne sais pas s'il existe toujours en France, qui dit la qualité, c'est la manière d'être des corps, en vertu de laquelle ils font sur nos sens une impression particulière qui nous donne des idées. De figures, de couleurs, de grandeur. Il y a une anecdote qu'on raconte chez nous, je ne sais pas si ça se fait en Tunisie. On dit quelqu'un qui était aveugle, et à un moment, il a ouvert les yeux, il a pu voir. Et il a vu un rat passer. Ensuite, il est devenu aveugle tout de suite. C'est-à-dire que le seul instant
de lumière, entre guillemets, qu'il a eu, il a vu un rat passer. Et après, chaque fois qu'on lui parle de quelque chose, il dit, est-ce que c'est comme un rat? Parce que c'est la seule référence qu'il a. Donc il rapporte tout à ce qu'il a vu. كيف الفار كيف قد الفار ولا كيف الفار يقولوا هكذا يقولوا له الحاجه الفلانيه يقول لهم كيف الفار ولا قد الفار est-ce que c'est comme un rat ou c'est comme grand comme un rat. Donc le mot idée également revient dans cette définition. La qualité selon l'ISO. Vous connaissez tous l'ISO, notamment les responsables qualité. C'est une association qui fait la norme internationale, pour faire court. C'est elle qui édite, par exemple, les normes ISO 9000, 14000, 45000. Enfin, toutes les normes, notamment les normes des systèmes de management. Alors, l'ISO, dans la version 2015, la dernière en vigueur actuellement, de l'ISO 9000, du mot qualité, elle a donné 2 casquettes. Et c'est la première fois, depuis que les normes ISO sont éditées, je te rappelle, c'est depuis 1987, c'est la première fois, en 2015, qu'on a donné 2 casquettes à un mot. Il se trouve que c'est le mot qualité. La casquette habituelle, c'est la définition. C'est ce que vous avez à droite sur la diapo. Ça, c'est habituel. C'est depuis chaque fois depuis que la norme 9000 existe, 9001 existe, il y a toujours une définition du mot qualité. Mais en 2015, ils ont ajouté une autre casquette qui est concept fondamental. Je vous pose encore une question. C'est quoi un concept? Concept vient du mot conception, c'est ça? Une démarche. Un concept, c'est quoi? C'est pas une idée? C'est une idée? Ou un ensemble d'idées? Donc il y a encore le mot idée dans la qualité ici, ISO. Et c'est la première fois que l'ISO fait ça. La question se pose pourquoi? D'habitude, il n'y a que la définition, c'est très technique. Hein. Et cette fois-ci, ils ont mis un concept, l'idée. C'est-à-dire, ils ont dit quelle est l'idée du mot qualité, en plus de la définition classique. La qualité comme concept fondamental. Qu'est-ce qu'ils disent dans cette idée? Et concept, idée fondamentale. C'est pas rien fondamental. Hein? SSI. Une idée centrale, une idée particulière. Le mot qualité. Ça renvoie à ce que disait Cicéron il y a 20 siècles. Que dit ce concept fondamental qualité? Les organismes axés sur la qualité favorisent une culture qui se traduit par un comportement, une attitude, des actions, des activités qui fournissent la valeur par la satisfaction des besoins et attentes des clients et des parties intéressées pertinentes. Pour faire simple, moi j'ai dit toute entreprise axée sur la qualité doit favoriser une culture qui se traduit par un comportement. Comment on traduit le mot culture en arabe? Thaqafa. Comment on traduit le mot comportement en arabe? Muamalat, suluk, akhlaq. Non? الثقافة الإسلامية وش نقولوا فيها؟ الدين معاملات. C'est ce qu'on dit, non? Dans notre culture musulmane, on dit que la religion c'est un comportement, c'est des comportements. جئت لأتمم مكارم الأخلاق.
شكون اللي قالها؟ صلى الله عليه وسلم. جئت لأتمم مكارم الأخلاق, comportement. Donc nous avons une culture qui incite à un bon comportement. Et ça, c'est dans la norme. On va faire un exercice ensemble. L'exercice consiste à faire la différence. Qu'est-ce qui fait qu'un pays est riche et qu'est-ce qui fait qu'un pays est bon? Ok? On fait cet exercice? Alors, on va prendre un certain nombre de critères. Le critère qui est retenu, c'est le PIB par habitant. Hein. C'est ça qui fait qu'on dit un pays bon. Alors, on va voir qu'est-ce qui fait cette différence. Et on va voir un certain nombre d'éléments pour essayer de voir qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a été à l'origine de la richesse d'un pays, qu'est-ce qui est à l'origine de la pauvreté d'un pays. Est-ce que la différence est fonction de l'âge du pays? Ça veut dire, est-ce que plus un pays est vieux, entre guillemets, plus il est riche? Non. Non. Par exemple, l'Inde et l'Égypte, je n'aurais pas dû mettre l'Égypte puisqu'il y a l'Égyptien ici. Ça fait rien, c'est l'histoire, ça. Plus de 2000 ans d'existence, mais ils sont pas par rapport au PIB. À l'inverse, le Canada et l'Australie, qui n'ont pas le même âge de l'Inde et de l'Égypte, mais figurent parmi les G20, parmi les pays les plus riches du monde. Donc ce n'est pas l'ancienneté du pays qui fait sa richesse. On élimine ce critère. La différence est-elle fonction de l'étendue du pays ou de ses richesses naturelles? Est-ce que plus un pays est vaste et plus qu'il a de ressources naturelles, il est le plus riche? Oui ou non? Non. Non. Madame? Oui ou non? On peut faire des commentaires, comme vous dites. On peut peut-être. Oui ou non? Non. Effectivement, non. Un exemple du Japon. Je crois qu'en superficie, la Tunisie est plus grande que le Japon, Takrib Kifou. Je ne sais pas, si vous avez comparé la superficie. Hein. Vous êtes plus grand. Très bien. Mais est-ce que vous êtes aussi puissant que le Japon? Moi, il faut espérer dans la vie. 80% de montagnes, aucune ressource naturelle. Je ne sais pas s'ils sont deuxième ou troisième puissance mondiale. Et c'est, Inch'Allah, c'est le dernier pays à avoir reçu sur la tête, quoi? Deux. Il faut prier Dieu que ce soit le seul et le dernier à recevoir ce type d'engin, de bombe. La Suisse ne plante pas de cacao, mais produit les meilleurs chocolats au monde. Les Belges ne sont pas d'accord. Hein. Les Belges disent c'est nous qui produisons les meilleurs chocolats au monde. Je ne sais pas les Français où est-ce qu'ils se classent. Chocolat de Bruges, c'est ça? Oui, Jeff de Bruges. Petit territoire, mais ils fabriquent des produits laitiers de haute qualité. Et bien sûr, les montres suisses. Eux, ils ont des montres, nous, qu'est-ce qu'on a? Le temps. La différence est-elle fonction du niveau intellectuel des élites? Est-ce que la différence est là? Non, parce que le savoir est une compétence. Donc ça peut être... Donc oui ou non? Moi je suis avec ceux qui disent non. Et je vais vous donner des exemples. Vous allez vous-même donner des exemples. Vous allez voir.
La communication entre les cadres des pays riches et ceux des pays pauvres montre bien qu'il n'y a pas de différence intellectuelle. Je suis certain que parmi vous, pour ne pas dire tous, il y a un membre de la famille ou un membre de la connaissance qui ont fait toutes leurs études en Tunisie, toutes, et qui sont allés en France, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Vous en connaissez? Quel niveau ils ont là-bas? Parmi les meilleurs niveaux, au plan scientifique. Vous en connaissez? La fuite des cerveaux. Mais ils ont acquis leur connaissance ici. Donc il n'y a pas de différence. Donc ce n'est pas la différence du niveau intellectuel qui fait qu'un pays est riche et l'autre est pauvre. Puisque nos gens, la fuite des cerveaux, comme vous dites, ils ont fait tout leur cursus ici, tous, tout leur cursus, c'est-à-dire jusqu'à la fin, hein, docteur ou ingénieur ou licencié, ils ont été en France ou en Angleterre ou au Canada ou aux États-Unis, et ils ont occupé des... Moi je connais en Algérie deux cas, il y en a un qui est mondialement connu, Habba, il est expert au niveau de la NASA, et c'est il y a un autre un ingénieur qui était dans une usine qui fabriquait des batteries pour véhicules en Algérie, qui ne faisait rien parce qu'il avait un bureau et il a émigré au Canada, aux États-Unis, au Canada. C'est un gars qui a déposé 300 brevets. Il a fait toutes ses études en Algérie. Donc le paramètre connaissance intellectuelle n'est pas un paramètre qui fait qu'un pays est riche ou un pays est pauvre. Donc si on résume, ce n'est pas l'ancienneté du pays, ce n'est pas son étendue, ce n'est pas ses ressources naturelles, ce n'est pas le niveau de communication entre ses élites, c'est quoi alors? Hein? C'est le travail et la conscience. Ah, la conscience! Et le travail, bien sûr. Et le travail de qualité. C'est pour ça qu'ils ont associé les deux. Zoé, c'est un génie. Vous ne savez pas que c'est un génie? Ben maintenant, vous le savez. La différence est dans le comportement. L'akhlaq. Makarim l'akhlaq. Des personnes façonnées par l'éducation et la culture. Et vous retrouvez les éléments du concept qualité de la norme 9000. C'est pour ça qu'ils l'ont mis dans la norme, parce qu'ils sont un peu de ce que vient d'exposer. Mais de la culture sort beaucoup c'est-à-dire d'apprentissage, de savoir. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un niveau intellectuel. Bien sûr, madame. Bien sûr qu'il faut un niveau intellectuel. Vous avez parfaitement raison. Et même dans notre culture, je reviens toujours à notre culture à nous, hein, parce que notre culture d'inspiration, je l'ai dit tout à l'heure, musulmane. L'ilm, la place de l'ilm dans notre culture à nous, elle est où? Elle est centrale. Iqra, watlabou l'ilm. Même en Chine. Hein. Sauf que ce n'est pas nous qui avons travaillé en Chine, c'est la Chine qui est venue. Dans le Coran, Iqra. Tout à fait. Ou le hadith. Toute entreprise axée sur la qualité doit favoriser une culture qui doit se traduire par un comportement. Je vais lire ça en arabe et je vais essayer de le traduire. إذا أحسنت لمن أحسن إليك فأنت البار الوفي. البر الوفي. البر le bienfaisant fidèle. Si tu fais du bien à celui qui te fait du bien, tu es un bienfaisant fidèle. وإذا أحسنت لمن لم يحسن إليك فأنت الكريم الخفي. Si tu fais du bien à quelqu'un qui ne te fait pas de bien, tu es un généreux discret. وإذا أحسنت لمن أساء إليك. Ça, c'est compliqué. فأنت المؤمن الصفي. Et si tu fais du bien à quelqu'un qui t'a fait du mal, tu es un croyant pur.
التلذذ بالعطاء وقضاء حوائج الناس لا يعرفه سوى أصحاب الأخلاق الكريمة. Celui qui applique les trois principes, il a les meilleurs comportements. On peut appliquer ces trois choses. La première, sahla. Sahla. La deuxième, chouïa. Parce qu'on a tendance à faire pareil. La troisième est beaucoup plus difficile. Et pourtant, c'est notre culture qui incite à cela. Hein? Alors, je vais vous demander de lire à haute voix les trois prochaines diapos. C'est plus votre attitude, comportement, que votre aptitude, compétence, qui détermine votre altitude, votre notoriété. Ça, c'est un écrivain américain, Zig Ziglar, qui a écrit ça, spécialiste du développement personnel. Alors, je vous pose la dernière question. La qualité, c'est de la conformité ou du comportement? Comportement. Adjugé. Merci. Merci, sujet. Hein? Donc, voilà, on va céder la parole à l'audience. Si vous avez des questions à poser aux deux intervenants, mais je cède la parole. Si Mohamed, vous voulez dire quelque chose maintenant? Vous voulez dire quelque chose? Non. C'est bon, ok. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Allez. Christophe Villalonga et M. Gilles Bendaoud. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que la qualité, c'est une conformité ou c'est un comportement finalement? Madame, c'est un comportement, vous avez dit. C'est aussi une conformité. Donc, ce sont les deux. Surtout dans les laboratoires d'analyse médicale, on parle de... Attends. Voilà, dans les laboratoires d'analyse médicale, on parle de conformité des prélèvements. Donc, on ne peut pas accepter des prélèvements qui ne sont pas faisables. Par exemple, un sérum immunisé pour analyser les transaminases ou bien une glycémie. Donc, la conformité, c'est un terme très important dans les laboratoires. C'est aussi, on peut dire, c'est aussi un comportement, parce qu'on doit se référer à des normes, à des exigences pour dire que c'est non conforme. Très bien. On va poser la question à l'Institut Pasteur aujourd'hui. Et Sonia, qu'est-ce que vous pensez? La qualité, c'est une conformité ou c'est un comportement? La qualité, c'est un compromis entre les deux. Il faut d'abord la conformité. On a des exigences auxquelles on doit être conforme. Et en plus de ça, c'est le comportement aussi qui fait la différence. Donc, dans le comportement, il y a la conscience professionnelle. On peut être conforme, mais on n'est pas performant. C'est pas la performance, mais le comportement, c'est essentiel. Le comportement, même pour être accepté par rapport à vos confrères, ça facilite la communication, ça facilite l'implication des confrères. En fait, il faut avoir les deux, voilà. Le comportement, c'est essentiel pour être accepté, pour qu'on puisse vous suivre, pour qu'on adhère au programme, qu'on adhère à la démarche. Mais la conformité, c'est la base. On doit être conforme. Donc ça, c'est le basique. Et le plus, c'est le comportement qui va œuvrer pour la réussite. Merci. Je vais prendre un cas qui me semble très intéressant. Je viens de le voir maintenant. Monsieur Nouri Chewch, c'est l'ancien directeur général du CETI, Tunisie, pendant des années. Et puis aussi, c'est lui qui a instauré l'histoire des railways en Tunisie, les chemins de fer.
On l'applaudit ici. Bonjour tout le monde. Je suis venu simplement rendre hommage à Sidi parce qu'il a pris la suite à Sidi Khaled que moi-même avait initié l'association tunisienne de promotion de la qualité. Et je voudrais rebondir sur la définition que notre ami algérien, c'est Jérémy Daoud, Machkour, c'est un philosophe beaucoup plus qu'un technicien, je pense. Vous êtes un philosophe? Je l'ai dit. Vous êtes bien un philosophe? Ah non, je ne pense pas. Je voudrais simplement enrichir le débat en disant qu'il y a une histoire dans cette affaire de qualité. Les anglo-saxons nous ont initié le contrôle qualité, technical control, qui est une attitude de conformité, c'est-à-dire dire c'est bon ou pas bon selon un standard. Ensuite, récemment, avec l'ISO, nous avons assisté à la naissance du MAS, c'est-à-dire le manuel d'assurance qualité, avec tout ce qui implique comme à l'intérieur des entreprises de production notamment et de services, c'est les cercles de qualité. Et ensuite, on est passé au management. Donc le management stratégique implique le TQM, le Total Quality Management, qui est non pas un aboutissement, mais c'est une succession, une évolution du concept qualité. Donc j'adhère totalement à la conférence de monsieur le philosophe, que j'appelle le philosophe, notre ami algérien. Et donc la qualité, elle embrasse même le comportement quotidien de l'individu. Il ne faut pas chercher midi à 14h, il faut voir simplement son quartier, le quartier dans lequel on se meut. Est-ce que nous avons de la qualité de notre environnement ou non? Donc vous allez avoir dans tous les domaines de la vie humaine, depuis l'Antiquité jusqu'à l'éternité, donc la qualité est quelque chose qui doit nous habiter nous-mêmes. Donc ça ne dépend que de l'individu, de sa conception d'être dans son environnement, qu'il soit dans une entreprise ou dans un laboratoire ou même dans cette salle. Donc notre comportement va traduire l'acception que l'on se fait de la qualité. Je ne vais pas faire une conférence, mais simplement... C'est aussi un philosophe. Non, c'est ça. Donc, je remercie encore une fois Sidi de m'avoir invité et je vous souhaite une bonne séance de conférence. D'après votre expérience, toute cette expérience, qu'est-ce que vous voulez dire à ce jeune cadre? Ils doivent respecter le comportement et la notion qui se font de la qualité. C'est tout. Merci. C'est Mohamed Chahouad. Salam alaikum. C'est son frère. Merci. Alors, s'il y a d'autres questions? C'est bon? Bonjour madame. Ça va? Tu n'as pas une petite intervention? Allez. Bonjour tout le monde. Moi je suis d'accord que la qualité soit un comportement, mais avant tout il y a une certaine conformité aussi, et cette conformité elle doit être appliquée avec rigueur avec des comportements. Donc je pense qu'il faut allier les deux, conformité et tout simplement comportement. Et c'est hyper important. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà, tout simplement. Et je remercie tous les deux conférenciers pour leur intervention qui est très très intéressant. C'est toujours une valeur ajoutée de venir ici. Donc, vous êtes spécialiste en communication? Oui, je suis maître praticien PNL, consultante en ressources humaines, tout ce qui est... Donc la qualité, on parle bien de qualité. Merci et bienvenue. Alors, madame, enseignante à la faculté. Alors, madame Camoun, je vous présente madame Camoun, donc maître de conférence, n'est-ce pas, professeur, à l'université de gestion de Sfax, c'est à 200
70 km de Tunis. Un petit mot. Bonjour, merci Cézuré pour cette manifestation. Alors, j'ai toujours travaillé sur la qualité et je suis convaincue qu'il y a une dialectique entre conformité et comportement. Et c'est généralement le comportement qui va dicter cette conformité par rapport aux exigences. D'autres termes, si j'ai une éthique, bien sûr je parle d'une éthique positive avec des valeurs positives, je ne peux qu'être conforme à des exigences. Donc j'assurerai en conséquence la qualité. C'est mon point de vue. C'est bien. Monsieur Mohamed Kamoun, ancien Shellman. Pour la qualité, la conformité du comportement, nous tous donnons la qualité. La conformité, c'est par rapport à des standards, donc automatiquement c'est du matériel, des normes et des standards, alors que le comportement c'est du matériel qui est marbout à cette culture de l'individu, les traditions, c'est plutôt immatériel le comportement, alors que la conformité c'est des standards, c'est du matériel. C'est pas mal. Où sont les gens de la Sopa? Ah voilà, ils sont là. Bonjour monsieur, bonjour madame, ça va? Ça va? Bonjour tout le monde. Donc, Yatkoum Saha pour l'invitation, merci beaucoup pour cette journée. La qualité, je dirais que la qualité chez nous à la Sopal, c'est principalement une culture, si Mohamed dit. En tout cas, la notion de la qualité chez nous, elle est un peu plus globale. Certes, oui, c'est la conformité, c'est le comportement, mais aussi c'est un état d'esprit. Quand on dit culture, ça devient agir avec si Bendeoud. Il a posé la question, est-ce qu'on peut appliquer la qualité tout en étant inconscient? Je dirais que peut-être oui. En fait, il y a un cycle d'apprentissage qui est célèbre chez les gens de la télé. Je dirais que le cycle d'apprentissage, en général, il passe par 4 étapes. Au début, on commence inconscient par notre incompétence, c'est-à-dire qu'il y a des compétences qui sont là. Mais on est inconscient qui sont là. On est incompétent, inconscient. Petit à petit, on prend conscience qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Donc on devient conscient qu'on est incompétent. Lorsqu'on apprend, lorsqu'on lance notre cycle d'apprentissage, on devient conscient par notre compétence. Et à la fin, on devient compétent tout en étant inconscient. C'est comme la conduite de la voiture. Donc je dirais à la Sopal, aujourd'hui, nous sommes justement en train d'appliquer la qualité tout en étant inconscient. Je donne l'exemple, si Mohamed va certainement en parler un peu plus tard. Aujourd'hui, l'opérateur chez Sopal, il ne peut pas libérer un produit sans avoir son plan de contrôle qui est là. Donc il ne peut pas faire passer un lot sans le contrôle nécessaire, sans être justement, sans appliquer la conformité par rapport à des procédures, et ça devient un état d'esprit. La qualité pour vous, c'est la conformité? C'est toute une culture, c'est un état d'esprit. On applique sans en être conscient. Certainement, il y a des formations pour développer la compétence, pour développer notre comportement, mais ça devient vraiment une culture chez nous. Merci madame. Si Mohamed, je pense que vous êtes d'accord, non? Oui. Voilà, alors, allez. On parle la même langage. Présentez-vous. Adel Mbarak, secrétaire général de la Sotinmu, entreprise spécialisée dans la fabrication des explosifs IDRCD. Peut-être c'est devenu communément admis que la complémentarité de les termes conformité au comportement n'est plus la question, mais peut-être j'ajouterai un petit aspect, c'est que la conformité, en principe, ça cherche à impacter ou à canaliser les comportements. Alors que les comportements cherchent un référentiel d'exigence pour qu'il soit bien défini et qu'il aura un impact. Donc du côté d'impact, on aura besoin des deux concepts pour créer un impact opérationnel de la qualité.
J'ajouterai une question, si vous permettez, à M. Christophe. M. Christophe a évoqué le fait que la qualité ou la nouvelle qualité sera innovante. Cet aspect, peut-être, me guide vers la question. En fait, la créativité, l'innovation, c'est un processus de créativité qui doit être canalisé par une approche rigoureuse. C'est-à-dire, pour aboutir à l'innovation, on commence par la créativité, générer la créativité, que ce soit collective ou individuelle, et on doit définir ou mettre en place un processus rigoureux de traiter les idées générées par ce processus de créativité. Comme vous parlez que la qualité devrait être innovante, ça sera donc un effort des responsables de qualité, ou bien c'est un effort collectif. Et merci. Merci pour la question. Tout de suite, la réponse est un effort collectif, parce que dans mon référentiel aujourd'hui, ce qui est important, c'est tous les mots qui vont commencer par co. Il va falloir co-développer, co-concevoir, co-produire, et donc ça sera forcément un effort collectif. Et deuxième élément de réponse dans ce que vous avez dit qui est très intéressant, effectivement, quand on parle d'innovation, créativité, on a l'impression qu'il n'y a pas de cadre. Et alors que c'est totalement faux, il faut un cadre pour innover. Et ça me fait penser aussi à une autre idée, c'est comme vous savez, aujourd'hui on parle beaucoup d'agilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les organisations doivent être agiles, et être agile, ça veut dire, et c'est un énorme paradoxe, qu'il faut être extrêmement rigoureux. Moi je le vois bien chez mes clients, quand il y a des méthodes agiles qui sont mises en place, et bien la caractéristique de ces méthodes agiles, c'est la rigueur qui est associée. Exemple, quand on dit on fait une réunion tous les matins de 9h à 9h15, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il manque un tel, etc. Tous les matins, il y a une réunion de 9h à 9h15 avec une extrême rigueur. Donc tous ces concepts qui peuvent laisser penser que c'est le cerveau droit qu'on va laisser phosphorer comme ça et faire n'importe quoi, c'est faux en réalité. Tout ce qui est important, c'est toujours d'avoir une rigueur dans ce que l'on fait, mais dans un cadre défini et que ça soit aussi bien au niveau de l'innovation et de l'agilité. Merci. Merci. Si Mohamed, vous voulez enseigner avec Hani? Non, je vais enseigner après. Je veux juste apporter une précision dans le cadre de votre entreprise, Sopal. Vous avez dit qu'on peut faire de la qualité en étant inconscient. Et vous avez cité les 4 étapes de l'apprentissage, inconscient, incompétent, etc. Quand il y a une non-qualité, on cherche la cause. Est-ce que le gars était conscient ou il n'a pas de compétence? C'est là où, quand il y a non-qualité, il est inconscient et non compétent. Donc c'est difficile je ne dis pas impossible, je dis difficile de faire de la qualité en étant inconscient. دكتور بشير، هل الجودة المطابقة أم الجودة هي أداء أو behavior؟ أنا هتكلم مصري مش فرنساوي. طب الجودة، أهم حاجة في الجودة هي إنها تكون ثقافة. والفرق بين السيستم والثقافة كتير قوي. يعني لو أنا عندي سيستم فأنا ببقى خايف إن أنا أكسر السيستم وتبقى حاجة imposed أو حاجة محطوطة عليا لازم أعملها. لكن في الفرق في ثقافة الجودة، أنا ده من جوايا طالع من جوه، وده اللي أنا عايشه وهو ده اللي أنا مقتنع بيه وهعمله في أي وقت ومن غير ما أكون خايف من حد، ولو حتى ما فيش أي نوع من المتابعة أو الرقابة. شكرا. Je voudrais ajouter quelques mots. Il y a un mot qui, en tout cas, a été absent jusqu'à présent des discussions qui se sont passées. C'est le mot conviction. Je pense que c'est extrêmement important. Et tout à l'heure, lorsque je voyais quelqu'un de la Sopal, madame, qui répondait, je pense que vous êtes peut-être responsable de qualité, en tout cas vous semblez être terriblement impliqué dans la notion de qualité. Et je voyais monsieur qui était là, et permettez-moi, avec beaucoup de respect naturellement, il était comme ça. On voyait l'homme convaincu. C'était pas une histoire de mode.
comme il y a eu la mode du neuf féminin, comme il y a eu la mode de la qualité totale, comme il y a eu la mode du lean, comme il y a eu la mode de toutes les modes. C'est un homme qui est convaincu simplement par un concept. N'importe quelle méthodologie sera bonne, pourvu que ça améliore. Et on le voyait sauter sur son fauteuil. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai, et c'est ça la culture. En fait. C'est ça la culture. Et c'est ça la culture qu'on en est convaincu de. La conviction. Et c'est ça. Hein, lorsqu'on essaye justement pendant une journée simplement de faire passer un message, c'est pas un concept qu'on va faire passer. C'est une conviction. C'est-à-dire on veut, on ne veut pas.